À la une de cette édition, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko en visite au camp de Sokolo, colonel Mamadou Massaoulé Samaké, est là 48 heures après une attaque terroriste repoussée par les FAMA. Il a fortement apprécié la vigilance et la réaction vigoureuse des hommes face à l'ennemi. C'est parti pour l'entretien et la réhabilitation des monuments à Bamako. Le premier coup de pinceau est donné par le ministre en charge de la culture. L'opération touchera plus de 50 monuments dressés dans la capitale malienne. Trafic ferroviaire. Après la réussite de la phase d'essai, les Caïsiens souhaitent que le train n'arrête plus de souffler. Dans ce 20h, nous irons dans la cité des rails pour entendre le cri de cœur des populations. À Koulikoro, la récolte et la vente du zaban battent leur plein en cette période d'hivernage, un fruit aux vertus thérapeutiques multiples très prisé en ce moment. Vous le verrez, les vendeurs se frottent bien les mains. Mesdames, Messieurs, voici donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition en ouverture de ce journal. Le nouvel an musulman, oui, nous sommes en 1444, ce samedi. C'est donc le premier du Muharram. Le passage à la nouvelle année est basé sur un élément fondateur de la foi musulmane, l'exil du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en 622 de la Mecque à Médine pour y fonder le premier État musulman. Comment un musulman doit-il accueillir le nouvel an? Avec quelles dispositions, aussi bien physiques que spirituelles? Des explications avec l'islamologue Alassane Ba au micro de Modibo Mariko. Le mois du pèlerinage est le dernier mois du calendrier musulman et automatiquement le mois qui suit, qui est le Muharram, appelé très généralement chez nous Djomine Kalo, est le premier mois du calendrier musulman. Nous sommes aujourd'hui le premier mois 1444. Alors ça symbolise le voyage du prophète de la Mecque à Médine, parce que ça symbolise la renaissance de l'islam. La date coïncide également à un événement majeur qu'est Ashura. Et ce Ashura-là, ça marque le 10e jour de ce mois, qui est en fait un point de retrouvailles, un transit entre les trois grandes religions monothéistes. S'il y a une leçon à tirer, c'est que les trois religions monothéistes doivent se donner la main pour vraiment rehausser le niveau de l'humanité tout entière. Le mois doit être accueilli par un musulman, par des doigts, par justement des invocations. Un nouvel an regorge dans son sein beaucoup de surprises, tant désagréable qu'agréable. Multiplier les invocations, mais surtout, ce qui est beaucoup plus demandé, c'est de faire un bilan de tout ce qu'on a fait dans l'année 1443. Donc, le spirituel doit réviser son relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que le prophète nous dit, par le biais d'un compagnon, Omar radiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites vos propres comptes avant que le Seigneur même ne fasse nos comptes, parce que ce jour-là, c'est un jour très difficile. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire des aumônes, parce que l'aumône, ça fait partie des actions salvatrices. L'une des caractéristiques de la fête de façon générale en islam, on ne fête pas ces journées là, très généralement en islam par des ferveurs, mais beaucoup plus par le spirituel et par la spiritualité. Dans l'actualité institutionnelle en vue de l'opérationnalisation très prochaine du Palais des Pionniers au Mali, les responsables du mouvement pionnier ont rencontré hier à la primature le chef du gouvernement. Ils sont venus partager leurs préoccupations avec le Premier ministre. Le reportage est signé Mamadou Fane. Les pionniers du Mali réaffirment leur soutien aux autorités de la transition, un soutien renouvelé hier au cours de l'audience accordée par le Premier ministre. Après avoir entonné leur hymne, les pionniers ont partagé leurs préoccupations avec le Premier ministre. Parmi ces préoccupations, leur implication dans la gestion du Palais des Pionniers et le retour de l'éducation pionnière à l'école. Nous sommes venus non seulement pour remercier et féliciter le Premier ministre et son gouvernement, mais surtout remercier le président Assimi Goïta pour aimer sa patrie
il faut d'abord aimer son drapeau et son hymne. On est fiers d'être malien parce que la valeur malienne, le Dambela est revenu. On veut que le retour de l'éducation pionnière soit effectif. Le Premier ministre a pour sa part assuré les pionniers de son accompagnement et celui de l'ensemble des autorités de la transition. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'école, le Malikoura restera un vain mot. On travaille pour que les gens comprennent la nouvelle dynamique, mais vous avez une responsabilité particulière parce que c'est à cet âge-là que se forme la personnalité des citoyens, des futurs travailleurs. C'est à travers ce qu'on inculque à sa jeunesse qu'on prépare l'avenir. Et donc, dans une large mesure, c'est l'avenir du Mali, l'avenir de notre peuple, l'avenir des citoyens se construit à partir de quelques actes que vous posez au quotidien. Je pense que c'est votre pierre aussi dans la construction du Malikoura. Des pionniers ont attaché autour du cou du Premier ministre leur foulard, marquant ainsi son attachement aux idéaux de leur mouvement. 2 jours après l'attaque du camp de Sokolo, le commandant du poste de commandement interarmes du théâtre centre de l'opération Maliko a effectué une visite sur le site. Le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a non seulement apprécié la réaction des FAMA, mais aussi prodigué des conseils pour la réussite de leur mission de sécurisation. Fousséni Samaké. Après l'attaque terroriste de Sokolo, où les FAMA ont réagi avec professionnalisme, le commandant du poste de commandement interarmé du théâtre centre de l'opération Maliko, colonel Mamadou Massaoulé Samaké, s'est rendu au camp de Sokolo. Ici, il a félicité le lieutenant-colonel Abdraman Kone et ses hommes pour la bonne réussite de leur mission du mercredi 27 juillet en mettant en déroute les terroristes. Cette opération, appuyée par l'aviation, a permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de récupérer des matériels de guerre. J'ai jugé bon de très rapidement me porter sur le terrain pour, d'abord réconforter mes éléments par rapport au beau travail qu'ils ont effectué, parce que les faits portés sur les gardes les ont mis encore plus en débandade. Entre-temps, les rassurer qu'ils ont tout le soutien du commandement par rapport au travail, au joli travail qu'ils sont en train de mener. Mais entre-temps, les rappeler à la conduite essentielle lors des opérations. C'est encore les appeler à plus d'engagement, plus d'application et surtout rester concentré à l'objectif en causant davantage plus de pertes à cet ennemi. Le colonel Samaké, accompagné par le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko, colonel Youssouf Oumar Sissé, a invité les FAMA à plus de vigilance et d'engagement pour la réussite de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Les membres du comité stratégique du M5 RFP réitèrent leur soutien aux autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Ils appellent également à un rassemblement national, une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité. C'était au cours d'un point de presse suivi par Valentin Roger Diallo. Les forces de défense et de sécurité sont dans une lutte implacable contre les groupes terroristes. C'est pour magnifier ce noble combat que le M5 RFP, à travers ce point de presse, réaffirme son soutien inconditionnel aux autorités de la transition. Il s'agit notamment du président de la transition, du Premier ministre et du président du Conseil national de transition. Le M5 RFP salue les actions des hautes autorités de la transition qui ont abouti à la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes qui assurent fièrement aujourd'hui presque seules la défense et la sécurité des populations, de leurs biens, ainsi que la préservation de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Le M5 RFP invite aussi tous les Maliens à une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité. Le M5 RFP appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à se convaincre individuellement et collectivement que le temps n'est plus aux chicanes, aux postures, aux calculs politiciens, mais plutôt à un vaste rassemblement national. Une union sacrée autour des forces de défense et de sécurité pour poursuivre la marche de notre pays vers sa refondation et sa souveraineté retrouvée dans le concert des nations. Le M5 RFP n'a pas manqué de saluer la mémoire des militaires tombés lors des opérations menées contre les terroristes et celle des civils ayant trouvé la mort lors des attaques terroristes.
Le Conseil malien des chargeurs tient sa 14e session. Elle est dominée par l'élection des membres du bureau de l'organisation. Les chargeurs fondent beaucoup d'espoir sur cette session qui devrait permettre au secteur de surmonter les difficultés auxquelles il a été confronté pendant et après la levée des sanctions de la CEDEAO imposées au Mali. Nya Alou Traoré. Le désormais nouveau président du Conseil malien des chargeurs CMC aura certainement du pain sur la planche, compte tenu des nombreux défis à relever qui l'attendent. Ils ont pour nom la tenue des réunions statutaires, les travaux de sécurisation de la plateforme logistique de Kankan, République de Guinée, d'une superficie de 20 hectares, dédiée au trafic malien, l'immatriculation de 110 hectares dans les communes de Narena et de 40 hectares dans la commune de Gogi, la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources pour le Conseil malien des chargeurs, la redénomination des partenariats avec les pays porteurs en vue d'une diversification de nos sources d'approvisionnement et la mise en place du nouveau bureau national. La Salwa Kamisoko du CICB a refusé du monde en ce jour d'élection des membres du nouveau bureau du CMC. Il y a de quoi, car il fallait faire face à nombre d'écueils avant cette élection, notamment l'embargo imposé à notre pays qui a sérieusement impacté les activités du secteur et les querelles intestines qui ont globalement miné le climat au sein du CMC. Les élections consulaires engendrent des querelles, des malentendus qui impactent le fonctionnement de l'action du Conseil malien des chargeurs. Je vous adresse donc une vive interpellation sur l'étendue de vos responsabilités envers vous-même, envers l'institution professionnelle, envers l'autorité publique et envers la collectivité nationale. Les contentieux sont récurrents, mais vous devez vous faire pénétrer de l'évidence que toute compétition électorale requiert un esprit civique qui incline les vainqueurs à la modestie et les perdants au fair play. À cet égard, je vous exhorte à bannir du processus électoral toutes les pratiques anormales, et notamment la fraude, les pressions, menaces et intimidations, les violences et voies de fait. L'heure du rassemblement a donc sonné pour la stabilité et la prospérité du secteur. Pour Madame le ministre, il est essentiel de faire bouger les lignes en toute responsabilité et ce pour le bonheur des Maliens. Je vous exhorte au respect de la légalité et de l'autorité, à l'union au sein de la corporation, à la loyauté envers les organes élus, à la régularité du paiement des cotisations qui sont les ressources essentielles de l'organisation. Je veillerai à ce que le CMC ne soit plus une vache laitière pour des personnes, pour un service public qui assumera toutes ses missions dans la légalité. Il y reviendra donc au cours de la journée aux 256 membres consulaires du pays d'élire le prochain bureau national du CMC. Un bureau qui sera composé de 7 membres pour un mandat de 5 ans. Un communiqué du gouvernement mettra officiellement le président et ses membres dans leurs fonctions. La ministre de la Santé et du Développement social poursuit sa visite dans les structures privées de santé. Djeminatou Sangaré s'est rendue à l'hôpital Gabardo à Sébenikoro pour prendre connaissance des acquis de la structure, mais aussi des difficultés auxquelles les responsables font face. Bemba Sibi. Le système de santé malien est un tout intégré. C'est ce qui justifie cette visite du ministre de la Santé et du Développement social à l'hôpital Gavardo Mali. Djeminatou Sangaré est venu s'enquérir de la situation de ce centre hospitalier privé ouvert en 2007. Les responsables de l'église et de la structure de santé saluent cette initiative du département de tutelle. C'est un acte de miséricorde, rendre visite aux malades, rendre visite aux structures où les malades sont accueillis. C'est une chance pour notre structure et je dirais même, je remercie le Seigneur qui lui a donné cette bonne idée. Je souhaite justement qu'elle puisse continuer justement à rendre visite à différentes structures pour se rendre compte des joies et des peines. Aujourd'hui, nous avons une unité de dialyse qui a d'énormes problèmes d'approvisionnement, de maintenance du matériel. Et vous savez que la dialyse a un coût très élevé.
Et sans assistance, c'est très difficile de pouvoir tenir et de satisfaire les malades. Dans les autres structures, il y a un besoin d'équipement. Des doléances qui ont eu une oreille favorable du chef du département de la santé, accompagné de certains membres de son cabinet. Des préoccupations qui seront prises en compte, a rassuré le ministre. Il y a énormément de difficultés. Donc il y a une convention un peu vague qui lie le ministère de la Santé à toutes les structures de l'Église. Donc la recommandation qui a été formulée et qui sera mise en œuvre, c'est de rapidement travailler sur l'élaboration de nouvelles conditions, éclaircir un peu les choses, préciser les rôles de chacun et voir ce que nous pourrons faire pour continuer cette collaboration, mais dans un cadre réglementaire. Ce qui permettra au département de la santé de mieux accompagner les structures de santé privées qui, chaque jour, contribuent à soulager les maux de milliers de Maliens. Cette visite à l'hôpital Gavardo Mali est la troisième d'une série effectuée dans les établissements privés de santé. Ce qui nous conduit au point Covid du jour. Ce samedi, les services de santé n'ont enregistré aucun nouveau cas positif sur 710 tests réalisés. On note 0 guéri et pas de décès à ce jour. Donc, on note 15 patients sous traitement. Les jeunes entrepreneurs maliens se donnent rendez-vous à Bamako pour la première édition des salons de l'éveil patriotique de la jeunesse malienne. Cet événement est l'occasion pour les jeunes entrepreneurs d'exposer pendant 2 jours différents produits au grand bonheur de la clientèle. Batraouri. Ils sont une vingtaine de jeunes entrepreneurs venant des différents secteurs à se mettre ensemble pour former l'EPJM, l'éveil patriotique pour la jeunesse malienne. Ces jeunes entrepreneurs estiment que c'est en étant solidaires qu'ils pourront faire fructifier davantage leurs affaires. C'est permettre aux jeunes Maliens de bénéficier de l'expertise de ceux qui les ont précédés dans leur secteur, de leaders, d'avoir accès à des leaders qu'ils ne pourront pas avoir dans la vie de tous les jours, premièrement, et faire du réseautage. Et la deuxième phase, c'est l'exposition de leurs petites entreprises, des start-up comme on dit, pour leur permettre de bénéficier à la fois de visibilité, de conseils de la part de professionnels de leur secteur et d'investisseurs. Vous témoignez qu'il fait encore sens de nourrir l'espoir de la jeunesse malienne et il restera à l'avant-garde de l'édification du Mali nouveau et de son émergence souhaitée par tous. Vous témoignez aussi et surtout de votre engagement et de votre détermination à relever les défis, à vous, lancés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, celui de jouer toute votre partition pour faire de la transition une véritable réussite. Pour mieux vendre leurs produits et leur savoir-faire, des stands ont été érigés. Des produits de services d'assurance de cosmétiques en passant par l'agroalimentaire et plusieurs autres produits dans divers domaines d'activité. Je suis agréablement surpris par l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat de cette jeunesse que j'ai vue aujourd'hui. Et quand on a une jeunesse qui a autant de talent, elle mérite notre accompagnement. Pour cette première édition, plusieurs jeunes de la diaspora sont venus pour contribuer à l'épanouissement et à la vulgarisation de ce rendez-vous. Lancement de la première édition de Bamako City Tour, c'est un programme qui vise à promouvoir le tourisme local dans les grandes villes du Mali. Le projet a été lancé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ibrahim Kaoukonate. Bamako City Tour est un projet innovant visant à relancer le tourisme local. C'est une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à travers l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Cette cérémonie a été une bonne occasion pour le responsable du programme de présenter le projet et le spot de Bamako Tour City, première édition. Les objectifs visés, c'est d'améliorer la fréquentation des sites touristiques du Mali, d'accompagner les réceptifs qui sont principalement les agences de voyage dans la promotion de la destination, entre autres de favoriser l'accès. Bamako City Tour est un projet de développement profitant aux usagers de visiter les différents sites touristiques. L'administration a joué sa partition. La balle est dans notre camp. La construction d'excursions récréatives, ludiques et instructives devra être notre challenge afin que
patiemment s'opère un changement de mentalité au niveau de l'opinion nationale. La phase pilote a permis de mobiliser 1000 élèves visiter les sites et monuments du district de Bamako en 2021. Pour l'exercice 2022, ce sont environ 2000 élèves d'une vingtaine d'établissements scolaires du district de Bamako qui sont ciblés. Pour relancer le secteur, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a identifié un certain nombre d'actions prioritaires inscrites dans la politique nationale du tourisme en cours d'adoption. L'événement qui nous réunit est d'une importance capitale et il traduit la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, mais également du Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. Volonté de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, celle de faire du tourisme malien un moteur de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses, contribuant ainsi significativement au produit intérieur brut. Le tourisme local, dénommé Bamako City Tour, le ton est donné par les membres du gouvernement. C'est parti pour la restauration des monuments dans la capitale malienne. Le premier coup de pinceau est donné par le ministre en charge de la culture. Plus de 50 monuments seront touchés par cette opération. C'est ce que nous dit Alpha Maïga dans ce reportage. Sous un ciel clément, nous sommes au pied du monument Kontorone Sané, la place des chasseurs à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako. Avec ces quelques coups de pinceau, le ministre en charge de la culture donne ainsi le top départ de l'opération de restauration des monuments à travers la ville de Bamako. Comme pour dire que la culture en partage nous donne tout simplement le devoir de prendre soin du bien commun et public. L'acte qui vient d'être posé est un acte à la fois patriotique, mais c'est aussi un acte citoyen qu'il convient de saluer et de magnifier. Ces monuments, surtout ceux de Bamako, se trouvent dans un état qui mérite effectivement l'attention de tous les citoyens. Nous contribuons au développement du Mali et apportons notre pierre à l'édifice de la nation. J'invite tous les Maliens à soutenir nos autorités, à poser des actes comme le mien. Dans le district de Bamako, ce sont au total 58 monuments qui sont dressés selon le directeur national du patrimoine culturel. S'agissant de l'opération, 26 seront restaurés à travers le partenariat avec la conférence régionale des chambres de métiers et l'association pour le progrès des peintres du Mali. Dans le souci d'accompagner la transition malienne, les artisans de Bamako ont initié la restauration de 26 monuments et la réception définitive de cette activité. Nous souhaiterons que ça soit dans le cadre des cérémonies de commémoration du 22 septembre 2022. J'invite les Maliens dans leur généralité à imiter ces bels exemples. Et c'est ça le Mali croit, l'engagement citoyen. La symbolique du choix du monument de la place des chasseurs pour cette opération de soutien à la transition est une occasion toute trouvée, celle de créer un parallèle entre la volonté de voir un Mali Koura émergent, mais aussi celle de préserver un Mali dans son ancrage historique, culturel et pluriel. Un reportage signé Alpha Maïga. Demain, 31 juillet, est célébrée la journée panafricaine des femmes. Où et quand, ou même comment, quel est l'objectif donc et l'intérêt de cette journée? Dans quel contexte est née l'Organisation panafricaine des femmes? Diallo Kama Sakiliva, vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest, répond au micro de Fantama Magnentao. Le 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine et le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc, nous célébrons cette journée avec les pays. C'est pour d'abord magnifier la lutte de ces femmes, les mères fondatrices de l'Afrique, celles qui ont créé cette organisation. Et ensuite, c'est pour aussi faire une évaluation, et évaluer le chemin parcouru, identifier les obstacles
et puis jeter les jalons pour de nouvelles actions. Nous avons quand même constaté des actions de taille qui profitent beaucoup plus aux femmes, telles que l'approvisionnement en eau potable du président de la République, le don de tracteurs aux femmes. Vraiment, c'est des actions à saluer. Mais nous demandons toujours leur accompagnement. Et nous demandons aussi la formation des femmes. Parce que les femmes doivent être formées à cette technologie, à cette technique d'utilisation du matériel de mécanisation. Cette année, nous n'avons pas programmé d'activités de regroupement, tout en se disant qu'on peut bien célébrer la femme autrement. Donc c'est pour cela que cette année, nous avons mis l'accent sur ces activités de communication, beaucoup plus de communication autour de cette journée, pour que les gens puissent comprendre les différents problèmes auxquels les femmes sont butées. Les problèmes sont très nombreux, parce qu'il y a d'abord la non-application des lois, il y a aussi les violences basées sur le genre, surtout en cette période de crise profonde que vit le Mali. Ces violences ne sont pas de nature à faire avancer un pays, parce que le développement du pays, c'est d'abord la famille. Quand les familles sont victimes de violences, quand les familles sont victimes de déchirements, ça veut dire qu'on a oublié quelque part nos valeurs culturelles. Deux grands formats dans ce 20h week-end. D'abord, le trafic ferroviaire. Après la réussite de la phase d'essai, les Caïsiens souhaitent que le train n'arrête plus de siffler. Cap sur la cité des rails pour entendre le cri de cœur des populations. Beaucoup insistent sur la bonne gestion du secteur. Kansuto Kanouté. C'était l'euphorie totale dans toutes les gares où le train spécial Autorail 2207 est passé jusque dans la cité des rails à 2h50 le jeudi 14 juillet 2022. Et les agents de la régie du chemin de fer de Caille, Maïna, Amidedi se réjouissent de cette relance du trafic ferroviaire et remercie le colonel Assimi Goïta et son gouvernement. Oh, mais j'étais content. Lorsque j'ai vu les images, j'ai pleuré. Nous, notre vie est liée au chemin de fer. Vous voyez, s'il n'y a pas de train, ça ne va pas. Mais s'il y a train, nous sommes contents vraiment. Quand le train est déjà en gare, quand vous voyez les vieilles personnes se déplacer pour tousser la rame, ça fait combien d'années ils n'ont pas vu la rame, ils n'ont pas entendu siffler le train. Quand le train siffle à la gare de Caille, vraiment, ils ne savent même pas quoi faire. Entre le Casso et le train, c'est toute une histoire. Casso, pour lui, le train, ça l'appartient. C'était comme un enfant de Casso. Au moment où nous assistions toujours au baptême, les bénédictions qu'on faisait, c'est que ton enfant soit un cheminot, son enfant soit un enseignant. C'était les plus grandes bénédictions que le Cassonké donnait. Le fait que le train soit arrêté, ça fait que beaucoup de villages Cassonké ont disparu. Et 80% de ces villages ont été créés généralement par des cheminots qui travaillaient sur la voie. Donc, c'était une vie liée au rail. Si, pour certaines personnes, la chute du chemin de fer est due à la mauvaise gestion, plus précisément au douga, qui veut dire charognard, pour d'autres, le douga n'est pas la cause principale de la faillite du chemin de fer. À un moment, la gestion de la régie était abandonnée et que c'était même personnalisé. Certaines personnes avaient leur wagon au niveau de la régie. Il y avait d'autres personnes qui avaient leur ticket parallèle, qu'on appelle communément ici le douga. Donc, ces recettes ne tombaient pas au fond de la régie, ce qui a fait que, et sans oublier le nombre de litres de gasoil qui a été volé pour aller revendre à des vil prix, voilà ce qui a réellement créé la chute de la régie du chemin de fer. Et surtout, tout le problème est né à partir de l'huile FINA qui a bougé tous les locomotives qui étaient là-bas. Pourquoi on est parti en faillite? C'est des directeurs étrangers qui sont venus au niveau de l'État, qui ont mis l'entreprise à genoux. Il avait un directeur, il a mené 8 machines, plus 2 autres machines. On avait 22 machines. On s'est retrouvé aujourd'hui à peu près à 2 machines. Qu'est-ce qui a amené ça? Il faut faire l'audit. Ce directeur a amené du gasoil qui n'était pas en conformité avec les machines. Et les machines se sont arrêtées. Donc il faut situer les responsabilités. Pour la population, c'est les cheminots
qui ont foutu le chemin de fer. Non, c'est les dirigeants venus de l'État qui ont foutu le chemin de fer. Donc il y a une nécessité de faire le constat. Parce que tout le monde parle de Douga. On a voulu noyer le poisson dans l'eau. Ce n'est pas le Douga qui a fait chuter le chemin de fer. Pas du tout, pas du tout. Et un wagon ou une citerne qui quitte Dakar à Bamako, une seule citerne, la moyenne qui fait rentrer au chemin de fer, ça fait au moins 1 million de francs CFA. Donc ce n'est pas le trafic voyageur. Le trafic voyageur a été toujours subventionné par l'État. C'est le trafic marchandise qui fait avancer le chemin de fer. Parce que l'argent, le transport, le prix du transport que le chemin de fer devrait avoir, n'ont pas eu. Pour quelles raisons? Il y avait des titres transmis, c'est-à-dire il y avait certains opérateurs économiques. On les avait donné la faculté de payer leur prix de transport par mois, par la caution bancaire qu'on appelle le TCF, et d'autres opérateurs économiques qui ont la possibilité de payer leur transport. Un mois, le chemin de fer transport, ils présentent la facture et payent moyennant un certain pourcentage. C'est ces dû-là que le chemin de fer n'a pas eu. Voilà pour la raison pour laquelle le chemin de fer est parti en fait. Et puis il y a le transport administratif, il y a le transport militaire, il y a le transport des élèves. Tout ça, c'est le chemin de fer qui prend en charge. Un fonctionnaire qui travaille, sa famille, quand il est muté, alors donc il bénéficie d'un transport administratif, toute sa famille. Les élèves, pendant leurs vacances, vous imaginez le nombre d'élèves boursiers, ils bénéficiaient aussi de la faculté de transport. Mais c'est ces sommes-là qui ne sont pas dues au chemin de fer. Pour avoir ça, ce n'était pas facile. Le jour où les rails ont été posés, c'est à partir de quoi? On va dire les travaux forcés. C'est qui était là? C'est les hommes, il n'y avait pas de machines. Donc croyons en nous, donnons-nous la main, faisons revivre ça. Ça ne donne rien. Les trains, les rails font une complémentarité avec la route. Quand on va vers les capacités, en tout cas d'approvisionnement du Mali, le train peut faire 3 500 000 tonnes par an. Je crois que si cela était, c'est comme si nous sommes au bord de la mer. Et si la route aussi faisait pour ça, alors ce serait bien pour le Mali. Quand on passe souvent par cette voie, on a tendance à pleurer quand on voit ces populations misérables. Donc je vais en appeler à des gens pessimistes, ceux qui sont sceptiques, c'est-à-dire de nous retrouver, de croire et que donnons-nous la main à pouvoir faire revivre ce joyau-là. Le chemin de fer étant un outil de désenclavement régional, national, que faut-il donc faire pour que cette relance du trafic ferroviaire, dont la phase essai blanc a été effective mercredi 13 juillet 2022, soit une continuité? Pour la bonne relance du chemin de fer, franchement, il faut des vrais cheminots, c'est-à-dire des gens qui aiment le chemin de fer. Il faut que le chemin de fer, d'abord, qui ait une identité particulière de la première région, il faut que ces gens-là sachent que le chemin de fer circule d'abord pour la première région et d'abord pour la nation entière. Maintenant, ce qu'on a vu à l'essai suffit, quoi. Pour moi, nous devons changer aussi, changer de comportement pour que le Mali nouveau que nous cherchons tant. Donc, commence par d'abord nous-mêmes. Il faut que nous nous mettions en cause, nous nous remettions en cause d'abord pour permettre, faciliter, c'est-à-dire à ces autorités, c'est-à-dire de mettre le Mali sur cette voie, c'est-à-dire du renouveau et du Mali nouveau. De Kairandonou à Koulikoro, où la récolte et la vente du zaban battent leur plein en cette période d'hivernage, un fruit aux vertus thérapeutiques multiples très prisé en ce moment. Vous le verrez, les vendeurs se frottent bien les mains. Ils sont installés sur l'axe Koulikoro-Banamba. Jules Sambou Sissoko et Salif Maïga sont allés à leur rencontre. Le saba ou mad en français ou encore zaban en bambara est le fruit de la liane. C'est un des fruits les plus prisés dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Mali. La saison et la récolte des zabans commencent généralement à l'approche de l'hivernage, de mai jusqu'au mois de juillet, selon les contrées. Et c'est la ruée sur le zaban, un fruit au goût acidulé et sucré. Si vous empruntez la route nationale 27, Koulikoro-Banamba ou vice-versa, vous trouverez facilement au bord de la route des vendeurs de zaban. Les adolescents, particulièrement les filles, en profitent bien pour les besoins de consommation familiale, mais et surtout pour la vente. Nous sommes ici à Dibarou, dans la commune de Dumba, située à 30 km de Koulikoro. Nous accompagnons une jeune adolescente à la cueillette de zaban dans un champ non loin des habitations.
Nous partons cueillir les abans dans la forêt, près de nos champs. Ça demande à grimper pour avoir les fruits mûrs. Le prix varie de 250 francs à 500 francs. Je suis venue acheter des abans car j'aime bien ces fruits. On le met dans la préparation de nos plats, tels que le riz au gras. C'est très bon avec les abans. Je fais du jus des abans, mélangé avec de l'eau et du sucre pour toute la famille. C'est une plante très utile. Cette activité saisonnière est lucrative et rentable car le produit s'écoule facilement. Le marché est rentable au bord de la route Koulikoro-Banamba. Les recettes me permettent de faire un geste à mes parents et de préparer la rentrée scolaire à venir. Le fruit de pulpe jaune orangé est utilisé comme condiment et rentre dans la préparation de boissons rafraîchissantes, délicieuses. On peut aussi le déguster sans additifs. Nous faisons la transformation pour avoir le jus des abans toute l'année. On conserve les abans dans les congélateurs. Après congélation, si on commence le travail, on vient extraire le jus des abans. Le jus des abans est additionné du sucre. C'est du sucre, de l'eau. Et puis on fait le traitement à chaud pour pouvoir le conserver pendant 1 an. C'est toujours prisé par les gens. C'est plus prisé au Sénégal qu'au Mali parce qu'il y a des conteneurs qui sont chargés pour être envoyés au Sénégal. Son latex, c'est-à-dire le liquide visqueux blanc sécrété, aide à lutter contre la toux et la tuberculose en buvant une potion de feuilles bouillies. Ces racines aussi sont utilisées dans les soins de la stérilité féminine, selon des recherches de la médecine traditionnelle. Le jaban est très riche en vitamine C, B6 et B12, précisent les spécialistes de la santé. Ça rafraîchit, ça stimule l'appétit. C'est un fruit qui est vraiment riche en vitamine C et aussi en d'autres vitamines telles que la vitamine B12. Donc la vitamine C, ses vertus, c'est vraiment de renforcer l'immunité et aussi ça rentre dans la composition de ce qu'on appelle la kératine. Ça permet de renforcer vraiment l'état de la peau, ça permet de renforcer aussi l'état des cheveux, des ongles. Vraiment ça procure du bien-être pour la santé. L'utilisation, la consommation est vraiment conseillée. Vu aussi que c'est un fruit qui est un peu aigre, un peu acide, ça peut aussi déranger un peu la muqueuse de l'estomac. Cette plante sauvage peut-elle être plantée et développée dans nos champs et vergers? Qu'en est-il de la valorisation par la transformation et le conditionnement pour sa disponibilité toute l'année? Les abans peuvent être bien domestiqués, mais en termes de pépinière, c'est l'aspect naturel qui est plus rapide. S'il n'y a pas des effets des feux de brousse ou bien des piétinements par les animaux. Donc à l'état naturel, les abans repoussent, ça donne très vite. Nous, on l'expérimente même au niveau de nos pépinières ici. Pour bien domestiquer, quand même, il faut choisir un site et sécuriser les sites. Tu prépares très bien les sols, donc tu fais l'épandage des grains, soit tu les fais par poquet, en arrosage, ça donne. Au plan alimentaire, il n'est pas conseillé d'avaler les grains, même si les fruits sont moelleux. Le saba ou zaban, dès que l'on voit la coque ouverte, avec les grains bien jaunes orangés, fait saliver immédiatement bon nombre de personnes. Guina Dogon sur le chantier de la paix et de la cohésion pour un Mali nouveau, c'est le thème de la première édition de la journée de reconnaissance aux aînés de Guina Dogon et sympathisants. Reportage Foussini Tunkara. Instant de reconnaissance à l'honneur des aînés de l'association Guina Dogon et sympathisants. Au total, 64 attestations de reconnaissance, dont 23 titres posthumes, ont été décernés. L'initiative est portée par les jeunes de l'association Guina Dogon. On est venu trouver que ce sont nos doyens. Ils ont eu l'initiative, ils ont eu l'idée de nous rassembler au sein d'une association, défendre la culture et promouvoir la culture Dogon. C'est ce qui a été notre fierté, c'est ce qui a motivé l'organisation de cette journée. Cette attitude des jeunes, surtout en ces temps de modernisation, est perçue par les aînés comme une lueur d'espoir. Reconnaître, remercier, ce sont des valeurs de notre société. Et quand c'est perpétué au niveau de la jeunesse, c'est qu'on aura un monde meilleur. Nous nous plaignons depuis quelques années que rien ne va au Mali parce que personne ne sait plus qui il est. Si des jeunes prennent conscience qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre
et qu'il faut revenir à nos valeurs anciennes. Ça renvoie également à la préoccupation d'aujourd'hui, puisqu'on parle de bâtir le Mali croix. Si aujourd'hui, les jeunes de Guinée-Dogon ont compris qu'ils ont longtemps sommeillé et qu'aujourd'hui ils se réveillent, je dis que l'espoir est permis quelque part. Jeunes de Guinée-Dogon, comme jeunes des autres associations du Mali, vous devez vous ceindre la taille pour que notre pays sorte de l'ornière. Le gouverneur de la région de Badiangara attache également du prix à cette initiative. Il a profité de la tribune pour inviter au renforcement de la paix. C'est un honneur pour moi en tant que père et grand-père de Dogon de diriger cette région fascinante. Je lance un appel pressant à toutes les organisations associatives d'œuvrer à nos côtés pour la gestion de nombreux problèmes, notamment sécuritaires, du vivre ensemble, de la cohésion auquel la région fait face depuis un certain temps. Cette journée de reconnaissance aux aînés est désormais inscrite dans l'agenda des activités de l'association Guinée-Dogon. Drissa Guindo et le colonel-major Nema Sagara sont respectivement le parrain et la marraine de cette première édition. L'actualité des sports en plateau avec moi, Seragatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Coupe ORTM en ouverture de la deuxième journée de la poule, dans la poule A, Kati et la commune 2 se sont neutralisés 0-0 cet après-midi. Ah oui, on appelle ça match des occasions ratées. L'équipe de Kati et la commune 2 se quittent donc 2-2, 0-0. À suivre ce dimanche au compte de cette poule A. Le duel commune 5, commune 4 au stade Mamadou Konati. Avec 4 points, la commune 2 est provisoirement en tête devant Kati, 2 points. La commune 4, 1 point. Et la commune 5, 0 point. La Coupe ORTM, c'est du spectacle garanti au stade Mamadou Konati. Les jeunes expriment toute l'étendue de leur talent. Tournoi de la montée en Ligue 1, l'US Bougouni et Binga FC sont en première division. Ah oui, l'Union sportive de Bougouni dans la poule A et Binga FC dans la poule B ont dominé les débats. Le Bougouni retrouve l'élite un an après l'avoir quitté. Avec 9 points, l'Union sportive de Bougouni ne peut plus être rejointe en tête. Ce dimanche, elle joue pour l'honneur face au Sony AC de Gao. Binga FC de son côté a assuré 9 points en maîtrisant tous ses adversaires. Le club créé en 2009 goûtera aux délices de la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Et tournoi de la montée toujours, cette fois-ci en foot féminin, ça se joue également au stade Modibo Keïta. Oui, cet après-midi, l'AS Bougouni a administré une correction 7-0 face à CFC Lanaya de Kaye. L'AS Viking de Sikasso et Teria de Sang se sont partagés les points 0-0 dans la poule A. L'entente sportive de Sirakoro Megetana était exempte. Finale Euro 2022, l'Angleterre affronte l'Allemagne ce dimanche. Oui, coup d'envoi à 16h au stade mythique de Wembley. Les Anglaises, véritables machines à marquer 20, auront en face d'elles les redoutables Allemandes. Ces deux formations s'étaient déjà croisées en finale de l'Euro 2009. Victoire au passage de l'Allemagne 6-2. L'Angleterre visera ce dimanche un premier trophée dans cette épreuve. L'Allemagne, elle, un 9e sacre. Merci beaucoup, Seragatou Sissé, pour toutes ces informations sportives du sport à la littérature. Retrouvez désormais dans vos kiosques 3 nouveaux ouvrages. Le premier s'intitule Royaume des mots, un recueil de poèmes de Mohamed Koulibaly. À travers cette œuvre, l'auteur incite la jeunesse africaine à plus de responsabilités face à ses propres défis. Le second ouvrage qui va suivre s'intitule Ainsi va la vie. C'est un recueil de poèmes aussi. Il est de Claire-Paul Koulibaly et aborde les thèmes relatifs à la violence, à la femme et à la paix. Comprendre les enjeux du développement durable dans le domaine rural au Sahel, c'est le titre du troisième livre qui va suivre tout à l'heure.
Une œuvre de Seydou Cissé. L'auteur fait une analyse et une exploration des défis exprimés par les populations des zones rurales de 5 pays du Sahel, dont le Mali. Un mort, 3 blessés graves. C'est le bilan provisoire d'un incendie déclenché aux environs de 16h à Bako-Dikorouni, en commune 5 du district de Bamako. Aussitôt informé, la ministre en charge des transports s'est rendue sur les lieux. Le directeur régional de la protection civile de Bamako nous explique ce qui s'est passé réellement au micro de Bokari Koulibaly. Nous avons été alertés pour 2 camions à feu. Donc, arrivé sur le lieu, nous avons vu quand même que c'était un camion, plus un camion transportant des graviers de béton. Et l'autre, là, était un camion citerne qui mélange le goudron. Donc, arrivé sur le lieu, la première équipe a demandé un renfort. Et si bien que nous avons envoyé le renfort, 5 engins pompes se sont retrouvés ici. Ensemble, nous avons convergé pour atténuer le feu, maîtriser le feu. Heureusement, le feu n'a pas été propagé dans d'autres lieux, parce qu'il y a des stations qui sont à côté ici. Mais seulement nous déplorons quand même un cas de décès, 3 blessés graves et 4 blessés légers, avec un dégât très important. Beaucoup de magasins quand même ont été touchés, des motos brûlées. Grosso modo, c'est ça le bilan que nous avons fait provisoirement. Autre actualité triste, après plusieurs décennies au service de l'art et de la musique du Mali, Sori Bamba repose désormais au cimetière de Mopti, Taïkiri. Un dernier hommage lui a été rendu en début de semaine par les autorités régionales, le monde de l'art et de la culture, les parents, amis et sympathisants. Oumar Maïka. Musicien multi-instrumentaliste, auteur-compositeur, père fondateur de l'orchestre Le Kanaga de Mopti, Sori Bamba, affectueusement appelé les maîtres, est né en 1938 à Mopti, un carrefour de culture où cohabitent de nombreuses ethnies. Décédé des suites d'une courte maladie à l'hôpital Somino Dolo de Sévaré à l'âge de 84 ans, les autorités régionales et locales, le monde de la culture, les parents, amis, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu lui ont rendu un dernier hommage à travers des prières et lectures du Saint-Coran. C'était le lundi 25 juillet 2022 à 16h à son domicile. Depuis l'indépendance, bien avant l'indépendance, Sori Bamba a porté haut le flambeau de l'art et de la culture du Mali à travers la musique, de l'intérieur comme à l'extérieur. Il a aussi toujours travaillé de façon désintéressée, sans contrepartie. La famille vient de perdre les 2 parents, mais par contre on est fiers. On est fiers de l'œuvre que le papa a laissée derrière lui, de tout son parcours, parce qu'il faut noter quand même que c'est le premier à orchestrer la musique traditionnelle malienne. Il faut aussi noter que notre papa, c'est un fédérateur, parce que c'est le musicien qui a su jouer plusieurs ethnies. Il a fait jouer les bobos, les bozos, les peuls et les dogons dans un même orchestre et faire de cet orchestre le meilleur orchestre du Mali. Il a pu faire exporter la musique malienne. L'icône de la musique malienne, Sori Bamba, a su sceller un mariage fécond entre la musique traditionnelle et celle moderne. Reconnu pour un homme téméraire, humble, modeste et gros travailleur, Sori Bamba fut immortalisé à travers la salle de conférence Sori Bamba de Mopti qui porte son nom. Sori Bamba repose désormais au cimetière de Mopti Taïkiri, laissant derrière lui une femme et 6 enfants inconsolables. Dors en paix, le maître. Amen. Ainsi va l'actualité nationale ce soir. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de production et de réalisation. Bonsoir.